Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Monsieur, j'ai eu la vision, je peux dire 2 fois de suite, tu vois, quand on va arrêter au Louga, parce qu'au Louga, c'est quand il y a eu la fusion de Maïtougou, le peuple ne connaissait pas la région, il a été arrêté. Et donc, moi, soi-disant que mon rapport n'était pas clair, parce qu'à chaque fois qu'on interrogeait les autres, on venait tout le temps dire c'est Matondo, c'est Matondo. Et quand ils lisaient mes auditions, vraiment, il y a tout est lisible. Bon, je leur dis tout simplement, j'allais donner du poisson salé au Macky, c'est tout. Parce que c'était la consigne que nous avons reçue pendant que nous étions au Macky. Et donc, Mouyabi là, et donc, on nous amène dans la nuit à l'état-major. Donc, le gars qui s'est occupé de notre interrogatoire dit, mon petit, tu es encore très jeune, il faut que tu nous dises tout ce que tu as fait parce qu'on lit ton rapport, alors que tout le monde vient parler de toi. Là, au Louga, on va le tuer ce soir. Et toi aussi, si tu ne dis pas la vérité, tu seras tué avec Louga. Mais mon cher cadet, si tu n'as pas les, comme disait Magraï, si tu n'as pas le coup bien suspendu, mais tu vas tout balancer, hein. Donc c'est là que je dis, c'est là où j'ai senti le poids, je te dis, j'ai dit bon, si on va me tuer, bon, on va me tuer, bon, on n'a qu'à me tuer, on ne me tue pas ce soir-là. Mais à une semaine du procès, il y a un certain militaire qu'on appelle Ntitou, qui est venu à la maison d'arrêt. Donc tu vas s'adresser au chef de poste, celui qui est le jour. Voilà, le rapport de Matondo, il n'est pas tellement clair, il n'est pas clair plutôt, mais je vais le prendre pour aller l'interroger à l'état-major. Un samedi après-midi. Il n'a même pas l'autorisation de l'état-major pour sortir un prisonnier. Il n'a rien, il est en civil. Et ma vie, c'était entre les mains de ce gardien de prison. Le gars, il dit, non, vous n'avez pas le papier pour l'autorisation de l'état-major. Et moi, je ne peux pas vous livrer ce prisonnier. Il y a le bureau du régisseur qui est là. Allez l'écouter là-dedans. Comme lui, en venant, il était tellement sûr, on allait me livrer. Et voilà, je suis un homme de conviction. Jamais je ne trahirai. Et jamais je ne trahirai. Mais bien sûr, ça, vous pouvez compter sur moi. Les grands hommes sont comme ça. Hein. La trahison, c'est pas une bonne chose. Il y a trop, justement, il y a trop de traîtres. C'est pour ça que ce pays-là ne fonctionne pas correctement. C'est les gens droits comme nous qu'on accuse de n'importe quoi. Les gens qui viennent, il a fumé son chambre, il a bu de l'alcool, c'est pas, il a dépassé la dose, il vient dans les réseaux sociaux raconter des bobards, des conneries sans preuve. Même ceux qui disent qu'on les a obligés de faire certaines choses, mais comment? Quand tu es un grand, on peut pas t'obliger à faire n'importe quoi. Quand même, c'est trop facile, là. Je pense que tu as compris de qui je parle, alors tu vois. Donc, même ceux qui suivent vraiment, c'est malheureux. Vous pouvez vous dire, mais non, pas possible. C'est qu'il y a autre chose. Nous, on se mettait à parler en disant, voilà ces gars-là, voilà, tant. On ne dit pas ça, c'est les enfantillages. On va pas arriver à ce point, non. Hein, les gens réfléchissent sur des vrais problèmes, bon, sur l'avenir du pays. Donc, devant toute la direction politique au grand complet et une foule chauffée à blanc, les cadavres de ces pauvres concitoyens, dont celui d'Ange Diawara, membre du bureau politique, furent abandonnés à la bestialité d'une bande d'individus apparemment conditionnés. Ils se mirent à mutiler le corps sans vie de ceux qui hier étaient redoutés, les camarades membres du bureau politique, Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko qui était au comité central et Jean-Claude Bakekolo. Le corps que vous voyez du chef de ce maquis fut présenté à la foule comme un trophée. Devant cette même foule, celui qui n'a jamais ordonné de tirer sur des soldats à leur portée durant le maquis était publiquement humilié et mutilé.
sur ordre d'un Sassou Nguesso triomphant. Chacun des voyous, militaires ou civils, arrachait la partie du corps du cadavre de son choix. C'est humiliant, c'est fort. Comme je disais, on arrête un des gars de Maki, Maïtoukou, on l'amène à l'état-major. Et qu'est-ce que fait Ngouabi dans la nuit? On appelle Mouyabi. Donc Ngouabi lui dit alors, qu'est-ce que pense Kidiawara, c'est quoi? Il a dit non. Nous ne sommes pas là pour tuer. Nous sommes là pour un dialogue. Ngouabi qui dit, mais moi je comprends pas vraiment Kidiawara. Dit non, non, non. Nous ne sommes pas pour qu'il y ait effusion de sang. Mais nous voulons qu'on s'asseye et que le peuple congolais sache pourquoi il y a eu le 22 février. On arrête les Diawara. Si Ngouabi avait permis qu'il y ait un grand procès, eh bien Ngouabi se retirait de cette situation vainqueur et Ngouabi serait encore vivant jusqu'au moment où nous parlons. Là, à cette date-là. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui. Mais comme Sassou voulait quoi? Éliminer tous ceux qui pouvaient peut-être faire le coup d'État ou ceux qui pouvaient le gêner à faire un coup d'État, il les a tous éliminés. Et le jour où il tue Ngouabi, moi je pense que Ngouabi, même quand il a vu avant qu'il rentre là, il s'est dit, mais mince, qu'est-ce qu'ils me font ces gens-là? Ceux à qui j'ai tout donné, si on peut le dire ainsi. Ah ouais? Mais oui, mais il n'a pas pu se rattraper. C'est pour cela d'ailleurs Moudi Leno est parti. Moudi Leno est parti avant la mort de Diawara. Parce qu'il ne comprenait rien. On avait dépouillé Moudi Leno de ses fonctions de vice-président du Conseil d'État pour les attribuer au directeur de cabinet de Ngouabi. C'était pas normal. Donc, ça a été une frustration pour lui. Moi, je crois que Marien Ngouabi n'était pas assez outillé aussi. Il n'a pas bien suivi les conseils de son second, qui était pratiquement le vice-président de la République. Il était vice-président du Conseil d'État, Maître Moudi Leno Massingo, qu'il a bien conseillé. Et d'ailleurs, si Moudi Leno avait accepté d'être vice-président, c'est sur insistance de Jacques Opango. Jacques Opango qui a dit non. Voilà. Mais c'est ça le problème, ce qu'il nous avait dit. Il a dit lui-même, d'ailleurs les vidéos existent, les vidéos FRTDH, où Moudi Leno lui-même il témoigne. Keba vilgeba mfumutujo bayinzo bagelala ya kutenga mondire batwalet ya muyonze balari zola sabe mebileli ya kutefang ya kunegose kede buima neson musabil fe batekele nsuti ya vitamine babemler baga katukana muyonze uswat na mabombo meyer kopya babemni kisonger na bamambo bangana Deuxième copie, babem ni kite marsera mikedina sanja malamine. Babem kena vreba defo. Babem sian me kel na tabla mpang bana lutila kusumba. Babem me kumba meso ndireba onyo kubwa na tabla mpandi. Si banyos fana na tima biam direba tondo. Gavremo babanyos bakene polisio. Si banyos fana na chanti on direba tondo. Vraiment gabanyos kena ba boutique ya ba bima. Balari zola sabe me bileli ya kutefang ya kunegose. Ya kelim twenu la moske boyom ye mama ba warba yola ma plom fulban dokno. Mami. Baken ya batiame na ba peninois. Ler baga kuizana Congo ba me pasulana mabundi. C'est comme si baga tial kepet na Congo ke yiba ba bantu. Ni ler baga kuiza ba me salaba bi timne tanjaba. Ba waresio sit ler baga sumulama kullet mutena salab karateka. Ni ba peninois na ba warna ba tiame. Ler baga sambilana la mosque uswat na ba boutique. Ba me bak munzu yan me bulna njot na lindi. Banzenga kufilsana zulnya kulaksanza ba oske kyal kotenge buta beto. Bande ko bolingi ngona loba. Pres malamina kilengi mingi oh mengi muye papa yo.
oh, mengire mouye, papa yo. Yaya pole yo, mengire mouye, papa yo. Oh yo, mengire mouye, papa yo. Tima bene siga, yabantu dolo. Yakubongene mungwa, ay makotimo niko. Maben yakubanon zemfuk matibi. Sinya sol kutel maben yabakalite. Kwen angel mambandi la uswat na malamin. Bange ke telmi yalangoto bakalite ya maben mem na basucha ya masola banimero ikelfe. Mabeni na kulung na suche. Gelan somewhere, Bwanani. Gadan gelan somewhere, Bwanani. Bakalaria maba bindamana, yanete, yanete. Mwana mama yitikara pepa na tata nkora kilali mbongera mwana keri cha mwana ni kwebunga yacho chandaba kuburika yenga ange mama ndona mambwide imene kubakuyula kara kwakwe ilembo sisana unatalie mambo mpolufuma dale mabouidie moyo tateka timandia. Bon, moi c'est Jacques Bello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Tumba motete, tumba mukala, moshi, zole, mukulu mutatu, nankenge yalala yakove nankenge kumi mamandona. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massingo-Tchassé. Bonjour et bonsoir, le patriarche Victor Matondo. Bonjour, Pierre Cadet, et merci de m'avoir invité aujourd'hui parce que le 22 avril, c'est une date très importante. Nous venons de plus, je te dis merci pour le devoir de mémoire. Alors nous voici aujourd'hui, nous sommes le 21 avril 2023, la veille de la mort de Ange Diawara. Il y a donc 50 ans, depuis que Ange Diawara Bidjé a été assassiné, donc la nuit du 21 au 22 avril 1972, Diawara Bidjé Ange a été assassiné par Sassou Nguesso, à l'époque responsable de la sécurité. Je vais vous expliquer cette histoire que vous connaissez déjà, parce qu'il faut le dire que l'affaire Ange Diawara, de toutes les affaires, de tous les mouvements, de tous les événements, de tous les coups d'État et de tous les contentieux qui se sont entrechoqués et accumulés au cours de l'histoire aujourd'hui vieille de 50 ans. En tout cas, le plus chargé d'interrogations d'ailleurs et de conséquences tragiques fut et demeure le contentieux qui s'est intitulé lui-même quelques mois après son échec, le mouvement du 22 février 1972, donc le M22. Je me permets de vous faire un petit résumé. Peut-être dans mes développements, je pourrais m'étendre, puisque nous savons très bien que cette affaire a été bien expliquée par
la radio forum et la télévision forum. Souvent de nombreux viennent chercher les informations qu'ils manipulent à leur manière et qu'ils essaient d'expliquer à leur façon, mais nous avons comme invité Victor Matondo, le patriarche, qui a bien connu Ange Diawara, qui a été au Maki, qui va également nous présenter Ange Diawara. Et donc c'est au cours de cet entretien que nous allons clôturer la série que nous avons commencé avec le docteur Alex Zavanawaï Baka, que nous n'avons pas pu joindre justement pour qu'il puisse également clôturer cette émission avec nous. Mais de toute façon, vous verrez dans les nombreuses vidéos qui sont en ligne au niveau de FRTDH, vous trouverez toujours son témoignage. Alors nous allons parler de son exécution. Mais bien avant cela, j'aimerais mieux que le patriarche Victor Matondo nous fasse une biographie sommaire de Ange Diawara. Ange Diawara, en 35 ans qu'il rédige avec ses compagnons l'autocritique du R22. Né le 31 mai 1942 à Sibiti, de Roger Moudi Diawara, il vit avec Charlotte Villiers mariée, le père de 4 enfants. Il commence les études primaires à Sibiti, où son père était enseignant. Et il le termine à Brazzaville, à l'école de la mosquée de Potopoto, un quartier populaire de Brazzaville. Il poursuit ses études secondaires au lycée secondaire de Brazzaville, où il obtient son baccalauréat en décembre 1960. Il dirige la section de l'ASCO du lycée secondaire de Brazzaville, qui déclenche une grève. Les grévistes dénoncent les abus keynésien, la corruption et la collusion avec les milieux colonialistes. En fait, son baccalauréat, il s'inscrit à la faculté des sciences et économiques au centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, à l'UCSP. De la Fondation de l'enseignement supérieur d'Afrique centrale et de FEDAC. De la révolte du 13 passant de 15 août 1963 remplace le président du gouvernement et il participe à l'organisation des quartiers jeunesse de Brazzaville. En 1974, il interrompt ses études supérieures pour se mettre au service de la Révolution française. À la création de la jeunesse du Parti unique, il est membre du bureau de la jeunesse du Mouvement national de la Révolution organisé par l'ENR, en qualité de candidat vice-président. En 1965, à la création du Corps national de la défense élue, il est nommé commandant par second. En 1967, après la suspension du travaux du deuxième congrès de la GNR, il est nommé président du bureau de l'exécutif et commandant en chef du Corps national de la défense civile. En 1968, il est ami du capitaine Martin Wali, qui conduit un coup d'État contre le régime du président Razarallah. Dans la dynamique permet de désamorcer l'affrontement entre les défenses civiles au Irak et l'armée. Après la chute de Razarallah, la défense civile était dissoute. Et ces événements sont révélés plutôt dans l'armée populaire nationale. L'armée devient lieutenant dans l'armée. Il est nommé commandant de la deuxième compagnie au complément à l'Union le CHAP. À 22 ans, il devient premier vice-président du Conseil national de la Révolution. Août 1928. Le commissaire politique à l'armée. Il est également membre du Conseil d'État. Il est membre fondateur du Parti congolais du travail. Contrairement à ce qui lui est arrivé, il est membre fondateur. Donc, voilà.
30 mars au 1er avril 1970. Le 22 février 1972, il prend la tête d'un rencontre au pays parallèle. Une tentative de prise de pouvoir échoue. Certains de ses complémentaires de la vie. D'autres sont arrêtés. Voilà. Les Congo, Ogoka et Kakikolo se réfugient à la campagne proche de Brazzaville. Voilà. Bien. Nous avons fait la biographie de Ange Diawara et aujourd'hui dans les réseaux sociaux circule également un montage où on fait parler Jean-Baptiste Ikoko en présentant sa photo. Est-ce qu'il serait aussi possible que tu fasses la présentation de Jean-Baptiste Ikoko, de Jean-Pierre Oluka et de Bakekolo Jean-Claude afin de les honorer aussi en même temps? Depuis quelques jours, dans les réseaux sociaux, il y a un montage qui a été fait où ce n'est même pas la voix de Jean-Baptiste Ikoko qui parle. Et je vais enchaîner en vous parlant de Jean-Baptiste Ikoko. Le sous-lieutenant Jean-Baptiste Ikoko de l'armée populaire nationale a 28 ans lorsqu'il participe à la rédaction de l'autocritique du M22. Né en avril 1944 à Lukolela d'éthique de Mosaka, il aurait eu 79 ans. Né en 1944, il aurait 79 ans aujourd'hui. Mais malheureusement, il a été arraché à la vie par le biométrique. Né à Lukolela, l'équipe de Mosaka, région du Lac central, fait 2 ans au Kombi, Nginze et de Ngala et Konza. Le jeune Ikoko débute ses études à 8 ans à l'école primaire de Makwa, termine ensuite primaire à Porossé au Bando. Il revient à Makwa où il commence ses études secondaires au collège Champagnia, puis au séminaire de Makwa. En 1963, après le mouvement du 13-14-15 août, le président Massama Diba félicite des révolutionnaires, des volontaires pour aller suivre une formation d'anglais et 2 ans aux États-Unis. Naturellement, Ikoko est volontaire et revient au pays comme professeur d'anglais entre 1965 et 1968. Il enseigne l'anglais au collège de Nganga et de Brazzaville. Mais, dès son retour de l'USA, en 1965, il intègre le Corps national de la défense civile, le mouvement du 31 juillet 1968, qui destitue le président Massamba Diba. À la dissolution du Corps national de la défense civile en 1968, il intègre l'armée populaire nationale, l'APN, d'aspirants. De 1968 à 1969, il est nommé directeur de l'imprimerie nationale. Il participe avec Ange Diawara à la création du Parti congolais du travail, le PCT. Il est promu commissaire politique à l'armée populaire nationale et est affecté au bataillon d'infanterie dirigé alors par le lieutenant Ange Diawara. Le 22 février 1972, il participe activement aux côtés de Ange Diawara au mouvement qui tend à renverser le régime en place. Suite à l'échec de cette action, il fait partie des 4 fugitifs qui se réfugient dans la campagne proche de Brazzaville. Dans la région de Gomatete où ils vont créer le premier maquis au Congo-Brazzaville. En avril 1973, il est arrêté à Kinshasa avec Ange Diawara et tout le groupe des maquisards. Ils sont transférés à Brazzaville, livrés par le pouvoir de Mobutu. Le 24 avril 1973, ils sont assassinés et leur corps et leur mort est
annoncé par les autorités militaires et civiles du Congo-Brazzaville. Leurs corps sont exhibés au stade de la Révolution, puis jetés dans les fosses communes au cimetière de la Tchimi, au nord de Brazzaville. Et j'étais pas que deux, j'étais 4. Il y avait Jean-Pierre Oluka. Et Jean-Pierre Oluka, les gens ont tendance à oublier. Et on ne parle que de Diawara, Ikoko, mais ils étaient 4. Parce qu'il faut le savoir, ils étaient 4. Il y avait Diawara, Ikoko, Oluka et Bakekolo. Oui, c'est bien. Non, mais tu as raison d'en parler. Je montre d'ailleurs également sa photo que je grossis là pour présenter Oluka. Nombreux, d'ailleurs, grâce au docteur Alex, on a pu avoir cette photo. Bon, c'est la photo là que j'essaie de grossir pour le voir là en plein. Voilà, on le voit là. J'étais 4. Mais il n'y a que 2 noms qui reviennent. Celui de Anjawa et Ikoko, alors qu'il y avait 2 autres. Donc je citerai déjà le nom. Jean-Pierre Oluka. Jean-Pierre Oluka a 25 ans quand il participe sous la direction de Anjawara et Jean-Baptiste Ikoko à la rédaction de l'autocritique du M22. Et je fais une parenthèse, je me rappellerai, et c'était dans la nuit qu'il rédigeait aussi ce document d'autocritique. Donc... Ah oui, parce que tu es un témoin. Tu es un témoin. Moi, je suis un témoin, je lui dis oui, je me rappellerai dans la nuit, donc il y a Ange qui dictait et Ikoko qui écrivait avec une lampe torche. Et ça c'est quand ça? C'est après la fusillade de comment je peux dire, de Poteau du Juillet, après le 17 mai 1973. Non, 72. 1972 plutôt. Oui, après donc le 17 mai 72, ayant quitté déjà le premier maquis, donc je ne trouvais pas loin de l'ancien maquis, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à rédiger c'est l'acte de naissance du 22 février. 22 février, je dirais plus loin, le maquis de Gomatete, parce que le 22 février 1972, c'est un ramassis. Mais par contre, ce qui va se passer après le 22 février, c'est les gens déterminés et qui seront les premiers artisans du maquis de Gomatete jusqu'au démantèlement de celui-là. Alors, moi, je disais, Jean-Pierre Oluka, il est né en 1947 au village Kouyou Nganza, district de Forocé, actuellement au Wando. Oluka Mouidi est le fils de feu Oluka Prosper et de feu Ibeya Albertine. Il fit ses études primaires dans un village natal jusqu'en classe de C2 et il les poursuit à Forocé et entre au collège pour faire des classes 6e et 5e. En 1963, il décide d'aller fréquenter à Brazzaville où il intègre l'armée en 1964 après la classe de 3e. Dans l'armée, il suit la formation d'infanterie jusqu'au grade de sergent-chef. Il participe à plusieurs séminaires de formation politico-idéologique dans les rangs du Parti congolais du travail. Parti au pouvoir. Grand lecteur, il se passionne sur les livres qui traitent du marxisme-léninisme. Il sera l'un des 4 principaux co-rédacteurs de l'autocritique du M22. En 1972, il participe activement
à la tentative de renversement du pouvoir qui échoue le 22 février 1972 aux côtés de Hans Diawara. Ensemble, ils prennent la fuite avec Jean-Baptiste Ikoko et Jean-Claude Bakekolo et se réfugient dans la proche forêt de Brazzaville, dans la région du village de Gomatete. Et enfin, nous allons vous parler de Jean-Claude Bakekolo. Oui. Jean-Claude Bakekolo a 20 ans quand il participe sous l'impulsion. Non, il avait 23 ans parce que moi, j'ai bien connu Jean-Claude Bakekolo parce que ça a été le président de ma section UGEC de Saint-Joseph de Bakongo. Jean-Claude Bakekolo est né en 1949. Son père s'appelait Mayelo. En 1967, plutôt 1966, 67 jusqu'en 68, il fréquente le collège Saint-Joseph de Bakongo, dans l'arrondissement de Brazzaville, en classe de 5e et 4e, en même temps qu'il intègre la défense civile, où il vit dans un camp militaire de cette structure. Oui, donc en 1968. Oui, c'est vrai, il venait en tenue de la défense civile à l'école. Et puisque après, il sera président de notre section. Et lorsqu'il passe en troisième, il ne fera pas la troisième. Il a préféré donc partir dans l'armée. Il aura sa bourse. Parce que lorsque il a été président de l'UGEC, moi, j'étais son secrétaire à l'information, toujours au collège. Voilà, j'étais dans son bureau. J'étais très jeune. Lorsqu'il était en 4e, moi, j'étais en 5e. Donc, je disais, en 1938, suite à la dissolution de la défense civile, Jean-Claude Bakekolo, comme tout autre membre de la défense civile, avec plusieurs autres militants, acceptent d'intégrer l'armée nationale populaire au mois d'octobre. Et il suivra une formation de base jusqu'en novembre de la même année. Puis sera affecté à la 2e compagnie du GAP, groupement aéroporté, avec le grade de soldat 2e classe. Début 1969, il reçoit une bourse de formation militaire et part en Algérie, où il apprend durant 2 ans le maniement des pièces d'artillerie. À son retour au Congo, en 1971, il est nommé au grade de sergent et affecté au service matériel. C'est cette année-là qu'il adhère au PCT, Parti congolais du travail, actuellement, créé en décembre 1969. Face au recul des reconquêtes démocratiques et sociales du mouvement d'août 63, c'est ainsi que le 22 février 1912, Jean-Claude Bakekolo est parmi les militants au sein de l'appareil d'État et dans les organisations de base qui participent activement aux contacts et réunions qui aboutissent à l'action militaire du 22 février 1912. Évidemment, avec l'échec de cette action, la seule solution qui restera, c'est de s'échapper. De s'échapper en compagnie de Hans Diawara, Ikoko, Oluka et Bakekolo. Il faut se retrouver au maquis de Gomatete. C'est au mois d'avril 1973 qu'ils seront lâchement assassinés. Et pour une première fois au Congo, on n'avait jamais vu ça. Les corps ont été traînés dans toute la ville de Brazzaville. Et cette macabre gymnastique s'est terminée au stade de la Révolution, où tous ces lâches qui ont assassiné, c'est-à-dire les gens sans armes, et on leur a même pas accordé
demandé qu'il y ait des funérailles. Un procès. Le procès d'abord. Oui, donc, évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'a toujours révolté parce que les gens ont été livrés vivants. Rien n'empêchait au plus, c'était de faire un procès, mais comme ils avaient peur qu'il y ait un mouvement insurrectionnel, donc du coup, ils ont préféré les assassiner. Mais oublions, ils avaient carrément oublié qu'un jour, effectivement, le document d'autocritique, il a commencé à circuler déjà après leur mort, tous les manteaux. Et vraiment, je peux confirmer cela parce que nous, on était au lycée à l'internat. Nous avions eu les feuillets de ce document qui était pratiquement interdit au public. Et ça a circulé surtout dans nos dortoirs. Tous mes promotionnaires le savent. Ceux qui étaient avec nous, qui sont aujourd'hui certains des cadres militaires, d'autres sont à la présidence. Je ne vais pas les citer, mais en tout cas, les faits, à l'état brut, sont presque connus de tous, à l'exception de certains étourdis de la jeune génération qui ne prennent pas la peine de suivre nos nombreuses vidéos relatant l'affaire Diawara. Je vous fais un résumé de cette affaire. Dans la nuit du 21 au 22 février 1972, Ange Diawara, membre du bureau politique, ancien ministre du Développement, ancien chef de la défense civile, avec Ambroise Nomazaraï, Pascal Issouba, Benoît Mondelengolo, Ikoko, et bien d'autres, comme Bongo Camille, appuyés par certains éléments des milices populaires, vont tenter de prendre le pouvoir. Pourquoi cette tentative de coup d'État? Parce que ces hommes croient que le régime militaire dirigé par Marien Ngouabi, qui vient d'instaurer l'obumitrie, l'oligarchie bureaucrato-militaro-tribaliste, est sur le point d'entreprendre leur liquidation politique, sinon physique. Ils croient donc se battre le dos au mur. Ils tomberont donc dans un piège qui leur est soigneusement tendu par le chef de la sécurité, Sassou Nguesso, agent de l'impérialisme français, qui avait d'abord comme objectif d'éliminer tous les progressistes avant-gardistes, donc ceux qui étaient donc pour le socialisme au Congo, avant de s'attaquer à Marien Ngouabi. Et lui-même également prendre le pouvoir, faire le jeu, avant de mieux servir les intérêts français. En tout cas, cette tentative de coup d'État avortée va déboucher sur l'élimination d'une grande partie de la classe politique congolaise qui avant donc la venue des militaires au pouvoir en 1969, avait joué parfois contre ces mêmes militaires un rôle de premier plan. Plus de 1600 arrestations et près de 200 condamnations, dont 16 à la peine capitale et 30 à la prison à vie. Plusieurs exécutions sommaires constitueront le bilan de l'opération des premiers jours, à savoir Franklin Bukaka, Eli Théophile Itsou et Prosper Matumpampolo. Le dossier du 22 février fut jugé à huis clos par une cour martiale, statuant sur pièce, c'est-à-dire hors la présence des accusés. Le peuple congolais et l'opinion internationale
n'ont donc rien su des déclarations faites par ces derniers à propos de leur entreprise et surtout des conditions de l'assassinat du soi-disant exécution du chef du maquis, Ange Diawara. C'est pour cela que nous allons vous parler de Ange Diawara qui aurait eu aujourd'hui, ou plutôt dans quelques jours, en mai, comme va nous le dire Victor Matondo. Ange Diawara était né le 31 mai 1942 à Sibiti. En tout cas, nous suivons notre invité Matondo, Victor, le patriarche, nous parler de Ange Diawara. Et par la suite, je vais également parler des conditions de son exécution. Et surtout, vous expliquer que Ange Diawara et leurs amis du maquis, de Gomatese, n'étaient pas tombés dans une embuscade tendue par une unité de l'armée populaire nationale, la PN, dans la zone de Maïtoukou, non loin de Gomatese sur la nationale 1, comme l'ont déclaré les fossoyeurs toujours de l'unité nationale, les fabricants de mensonges, toujours à la tête d'eux, c'est Sassou Nguesso. Il s'agit d'un grossier mensonge d'État qui camouflait les contours sombres d'une criminelle transaction entre Mobutu et Sassou. La réalité est donc la suivante, celle que je vais vous parler maintenant. Mais écoutons d'abord ce que nous dit Victor Matondo. Donc je vais revenir sur ce grossier mensonge d'État et cette transaction criminelle entre Mobutu et Sassou. En tout cas, sur intervention d'amis étrangers français, précisément Diawara, Ikoko et leurs amis, s'étaient rendus à Kinkoulé, en RDC, donc à Kinshasa. Dans cette perspective, Ange Diawara, Ikoko, Bakekolo et leur équipe avaient été préparés en conséquence. Toilettes appropriées, salon de coiffure, chaussures et habits neufs, etc. Le jour dit, au lieu de prendre la direction de l'aéroport de Nsele, pour l'Europe, comme promis d'ailleurs, le convoi de 32 personnes, comprenant des officiers, des membres de la direction politique du PCT ou des structures intermédiaires du parti, prit la direction du beach de Brazzaville, tous menottés, et conduit au ministère des Affaires étrangères chez Ganaou, ensuite dans les bras de Sassou Nguesso, et ceci à l'insu du président Marie Ngouabi. Le chef d'état-major général, le CMG donc, de l'époque, le capitaine Onziel Bangui, avait été chargé par Sassou de les recueillir, accompagné du commandant de la gendarmerie, Mwasiposo Makongi. Le président Mobutu, semble-t-il, aurait rendu ainsi l'ascenseur à Denis Sassou Nguesso, qui, dans l'après-midi du 29 septembre 1968, lui avait préparé l'expédition de l'imposant Yosh, qui avait à son bord Pierre Moulélé, compagnon de Patrice Lumumba, son épouse Léonie Abo et 3 autres compagnons, Joseph Makindou, Théodore Katumba et Zénon Mibamba. Tout cela avait été conçu à travers un habillage d'assurance de retour paisible à la vie. C'était donc, comme on dit, le subterfuge qu'on retrouvera dans le cas d'Ange Diawara et son groupe. Les informations que je vous livre viennent justement de certaines déclarations de la conférence nationale souveraine de Kinshasa et également
des propos que Mobutu lui-même a tenus lorsqu'il a reçu Maître Moudile Nomassengo. En tout cas, Mobutu exigeait aussi des autorités du Congo que lui soient livrés 6 officiers de son armée qui avaient fait défection pour des raisons politiques dont il savait qu'ils étaient à Brazzaville, ce qui fut fait dans le courant de l'année 1973, exactement le mois d'avril. Une fois au Zaïre, pour éviter que tous les regards soient tournés vers Kinshasa, comme cela s'était passé en juin 1966, avec la pendaison au stade de Kamanyola, actuel stade des Martyrs, du Premier ministre Évariste Kimba, du sénateur et dignitaire de l'église kimbanguiste Emmanuel Bamba, du ministre des Affaires et Foncières Alexandre Mahamba et le ministre de la Défense Jérôme Anani, accusés de complot contre les institutions de l'État. Il fallait donc les faire disparaître. Étienne Tshisekedi, le père de l'actuel président de la RDC, donc Félix Tshisekedi, qui était ministre de la Justice, il a été le complice du dictateur Mobutu, qui a fait de ces hommes politiques, d'ailleurs des martyrs, de la Pentecôte, qui devaient être honorés dignement. Alors, pour bien comprendre le scénario de l'exécution de l'équipe de Diawara, il importe de repasser brièvement le scénario de l'exécution de Pierre Moulélé. En effet, donc, à la conférence nationale souveraine du Zaïre, qui s'est tenue à Kinshasa, donc, du 7 août 1991 au 6 décembre 1992, il a été établi par les témoignages des Lumubistes exilés à Brazzaville à cette époque, particulièrement messieurs Lumbele Jacques, monsieur Mukulubundu Félix, que Pierre Moulélé n'a jamais bénéficié à Brazzaville du traitement réservé aux exilés politiques à cause de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso était déjà en complicité avec Mobutu. Étant donné que Mobutu était un agent également de la CIA et français, et Sassou étant jeune agent français, il fallait qu'il collabore avec son doyen dont il était toujours admiratif. Ça, tout le monde le sait. La preuve en est que vous voyez comment Sassou se comporte. Il imite le grand léopard Mobutu. Ah donc le président Désiré Mobutu, pour accompagner en 1973 la livraison à Sassou de l'équipe Diawara, avait exigé de Sassou qu'il lui livre en compensation 12 officiers des forces armées zaïroises, dont 2 généraux et un colonel en exil à Brazzaville, alors que ces derniers, ayant fait défection pour des raisons politiques, pensaient avoir obtenu asile à Brazzaville dans un pays frère. Et comme pour le package donc Diawara, les 12 officiers patriotes zaïrois en exil à Brazzaville furent donc livrés nuitamment en 1973 à Mobutu par Sassou. Une fois au Zaïre, Mobutu les fit brûler dans les fûts remplis d'essence. Que s'est-il passé pour les Diawara, Ikoko et les autres? Mobutu prend le soin d'user du canal diplomatique pour transférer à Brazzaville Diawara et son équipe, pieds et poignets bien ligotés. C'est donc auprès du ministère des Affaires étrangères, dirigé par Charles David Ganao, que les anciens dignitaires du PCT sont livrés le 22 avril 1973. Sassou s'empare d'eux, c'est-à-dire aujourd'hui, voici 50 ans.
Et puisqu'on a annoncé leur mort le lendemain. C'est pour ça que vous n'avez pas vu les corps en état de décomposition. On a fait croire qu'ils ont été tués à Mayituku. Et d'ailleurs, je vous parlerai un peu de ce scénario que nous avons suivi, nous, qui étions des élèves internes au lycée Savonian de Brazza. Nous avons vu le cortège qui est allé dans le sud et quelques heures après est revenu pour dire qu'il venait de tuer le groupe de Diawara. Voilà comment ils ont menti. Sassou s'empare d'eux. Ils sont conduits dans le bâtiment de l'état-major de l'armée, à côté de l'hôtel de ville. Sassou fait le déplacement, discute avec Diawara, son ancien compère et ennemi du bureau politique. Une fois, et jusque-là, Marien Ngouabi n'était pas au courant de ce qui se passait. Donc, une fois la nouvelle parvenue à Marien Ngouabi, ce dernier, étonné de les savoir à Brazzaville, opte néanmoins pour organiser un procès. Pendant ce temps, Sassou a exécuté Diawara et Ikoko. Et au cours de l'exécution, Ondiel, le capitaine Ondiel, à 3 reprises, en langue makwa, demande à Jean-Baptiste Ikoko, qui est makwayen, avant son exécution, de désavouer Ange Diawara et lui dit qu'ensuite on les laissera, car, insiste-t-il, on va tuer tous ces Bakongos. Mais le lieutenant Jean-Baptiste Ikoko, militant aguerri, refuse le marché de la honte et de la trahison et déclare avec foi: je reste avec Ange. Le reste des conjurés est amené en convoi sur la route de Kinkala par un peloton conduit par Ondiel Bangui et Mosi Poussou. Donc, lorsque Ikoko refuse, parce qu'il y avait les autres. Le premier qui avait été tué, donc c'est Diawara et Ikoko. Dans le reste, il fallait faire croire que ce sont des gars qu'on a tués à Mayituku. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Il y a encore des témoins qui sont en vie. Et nous-mêmes, nous avons été donc des témoins, comme on dit, sur l'exécution de Diawara, Ikoko, Bakekolo et autres. Grâce à nos camarades dont les proches parents vivaient dans les camps militaires à cette époque. Et ils étaient au lycée Savonian de Brazza. Certains étaient même soit des demi-pensionnaires, soit des internes. L'exécution se fera vers Kubola. Donc, tout le convoi diawariste sera exterminé. Ceux que Mobutu avait livrés. Donc, les internes du lycée Savonian de Brazza que nous étions, nous nous souvenons donc de ces instants qui ont précédé l'annonce de la mort de Ange Diawara et de Jean-Baptiste Ikoko. En effet, nous avions vu passer tôt le matin un grand convoi militaire avec une escorte impressionnante. Et déjà les bruits couraient que les Diawara avaient été livrés par Mobutu et exécutés. Donc, ça, nous le savions, puisque, vous savez bien, les internes à l'époque, les internes que nous étions au lycée Savonian de Brazza, on prenait notre petit déjeuner vers 6h30, entre 6h30 et 7h30, avant que les cours ne commencent. Mais, nous avons vu le cortège passer. Nous savions bien que les choses avaient mal tourné donc pour le groupe de Diawara. Nous pensions à cette époque à nos camarades du lycée qui étaient détenus dans cette affaire. Ils étaient nombreux. Il y avait Mukunji Mobe, il y avait Pierre Eboundi et bien d'autres. Ce jour-là, à l'internat, régnait une forte tension. Personne ne voulait écouter la musique militaire.
diffusé en boucle à la radio congolaise. La voix de la révolution. Le message ci-après fut diffusé. Dans quelques instants, vous entendrez un communiqué de l'armée populaire nationale. On entendit ensuite l'armée populaire nationale, après embuscade, anéantit le maquis de Maïtoukou. Le sieur Ange Diawara et toute sa bande ont été mis hors d'état de nuire. À 13h sera organisée au stade de la Révolution la présentation de leur corps. De nombreux camarades ont refusé, ceux qui étaient avec nous au lycée, abattus, d'aller suivre ce spectacle ignoble au stade de la Révolution, où devant tout le bureau politique du PCT, au grand complet, ce qui restait, une foule d'intégristes, chauffés à blanc, jubilés, les cadavres de ces 32 vaillants citoyens, dont un membre du bureau politique, furent exposés le 23 avril 1973. Le corps de Diawara fut présenté comme un trophée. Ce même Diawara Bidier, qui n'avait jamais ordonné de tirer sur des soldats à portée de fusil tout au long de son maquis. Sassou paraissait le plus heureux, savourant dans le sang une victoire sur celui qui lui était 1000 fois supérieur, il faut le dire. Car Diawara l'avait ridiculisé pendant plusieurs années. Écœuré par ce spectacle abject, Marien Ngouabi venait donc de perdre quelqu'un de solide qui pouvait dans des réunions du bureau politique tenir tête à Sassou. Le chef de l'État, Marien Ngouabi, était en quelque sorte dépouillé et isolé. C'était le but poursuivi par Sassou pour l'atteindre. Avant donc de repasser la parole à Victor Matondo, je voulais vous dire que des cadavres des exécutés extrajudiciaires au stade de la Révolution qui ont été exposés, comme je l'ai dit, c'est pour ça que nous disons, ils ont été livrés dans la nuit du 21 au 22 et le spectacle s'est fait le 23. Donc, lorsqu'on a tué Diawara le 22, il fallait donc faire cette macabre démonstration, faire passer, montrer que si Diawara a été pris dans l'embuscade tendue par les forces armées nationales qui étaient incapables pendant une année de l'attraper dans la forêt de Gomatete. En tout cas, l'un des coups de maître de Sassou a été la présentation à la population donc des cadavres des conjurés livrés par Mobutu suite à un deal qui a permis l'assassinat du lieutenant Ange Diawara et de ses compagnons. Le caractère régionaliste qui fut attribué à la composition des membres du maquis dit de Gomatete, qui comptait pourtant les membres d'origine tribale ou régionale diverses, suscitait à certains niveaux de l'armée populaire nationale et de la population une certaine haine, ce qui justifiait ainsi le traitement dégradant que l'on infligea aux morts. Sur ordre de Sassou Nguesso, chacun des voyous, militaires ou civils, arrachait la partie du corps du cadavre de son choix. Comme vous le voyez des cadavres que vous voyez à l'image. Donc, devant toute la direction politique au grand complet et une foule chauffée à blanc, les cadavres de ces pauvres concitoyens, dont celui d'Ange Diawara, membre du bureau politique, furent abandonnés à la bestialité d'une bande d'individus, apparemment conditionnés
Ils se mirent à mutiler le corps sans vie de ceux qui hier étaient redoutés, les camarades membres du bureau politique, en Jawara. Jean-Baptiste Ikoko qui était au comité central et Jean-Claude Bakekolo. Le corps que vous voyez du chef de ce maquis fut présenté à la foule comme un trophée. Devant cette même foule, celui qui n'a jamais ordonné de tirer sur des soldats à leur portée durant le maquis était publiquement humilié et mutilé. Sur ordre d'un Sassou Nguesso triomphant, chacun des voyous, militaires ou civils, arrachait la partie du corps du cadavre de son choix. C'est humiliant, c'est fort. Donc, de tous les dirigeants congolais présents au stade de la Révolution à cette époque, donc à Brazzaville, pour suivre cette macabre exposition, le plus heureux était donc le capitaine Sassou Nguesso. Il continue d'être heureux. Et nous savons très bien que nous allons revenir sur ce personnage. Comme vous le savez bien, nous avons écrit un ouvrage qui parle de lui, qui pose la question. L'autopsie d'un État totalitaire. Sassou Nguesso accusé répondait les crimes d'un génocidaire. Nous faisons état de cette situation. Et nous ne devons pas camoufler les choses. Dans la prochaine émission, justement, avant d'anticiper, nous allons parler de la charte de l'unité nationale. Ça tombe bien parce que Jawara, Ikoko, Uluka, Bakekolo et bien d'autres nous ont donné une leçon d'unité nationale. D'ailleurs, je veux même dire, en conclusion, après avoir suivi le doyen Victor Matondo, je vais peut-être faire une conclusion. C'est très important pour édifier. Il faut faire la pédagogie. Il faut permettre à cette jeune génération de comprendre leur histoire qui est camouflée. Qui aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans tous les sens, qui applaudissent les tribalistes, les gens qui veulent diviser le pays, les gens qui veulent détruire le Congo, qui veulent imiter l'un des grands tyrans de l'Afrique, Paul Kagame, un criminel. Donc, je vais, au cours de ce meeting qui sera tenu au sein de la Révolution, où Ngouabi viendra tenir un discours mensonger, et je reprends mot par mot c'est quelques phrases que j'ai pu garder à cette époque, je n'avais que 21 ans. Il disait de peuple congolais, si nous n'avons pas réussi, c'est à cause de ces gens-là. Les gens que Ngouabi accuse, c'est des morts qui peuvent même pas répondre. J'ai trouvé ça une lâcheté et ça a été une malhonnêteté de sa part. Donc, et puis, ceux qui pensent que Ngouabi était révolutionnaire, non. Ngouabi avec les autres, c'est comme on dit, kif bourrico. Parce qu'effectivement, Ngouabi avait tout le pouvoir d'organiser un procès radiodiffusé. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et je vais rajouter ceci. Mort, ses camarades font toujours peur à Sassou. Nous avons toujours demandé qu'il y ait des obsèques dignes, qu'on déplace ces corps, c'est le reste du corps des camarades qui est au cimetière de la Tchimé, qui disait qu'on a été envahi déjà. Et Sassou ne l'a jamais accordé. C'est pour vous dire que les Diawara, Ikoko, Uruka, Bakekolo morts, ils font toujours peur à Sassou. Et nous avons cette nette conviction qu'un jour, ils auront des obsèques dignes. Et ils en ont droit. Et au moins quelque part, nous pourrons
allons dire, effectivement, oui, nous les avons trahis. Parce que nous avons trahi, nous n'avons au maquis que ceux qui sont au pouvoir de nous dire combien est-ce que nous avons, des gens que nous avons tués, nous, on maquis personne. Non. Non. Et pourtant, nous pouvions très bien le faire, mais nous ne l'avons pas fait à Maïtoukou. Et ça, c'est avec l'ordre en Diawara qui dira, on ne tire pas sur nos frères, ils sont en service commandé, c'est des militaires, donc ils sont contents d'exécuter les ordres qui leur sont donnés. Donc, vraiment, ce 22, cette date, plutôt ce mois d'avril 73, c'est une date et qu'il faut, je pense que les années à venir, qu'il faudra célébrer, c'est-à-dire une fois qu'on aurait obtenu l'autorisation de déplacer le reste des corps de nos camarades, un monument devra être érigé et voilà. Ce sera la seule façon de pouvoir leur dire vous êtes partis et nous qui sommes restés, nous sommes là et nous continuons le combat. Et vraiment, merci beaucoup à mon cher Kadé Massengo Tchassé d'être toujours là pour le devoir de mémoire. Et c'est cela le devoir d'un Congolais, le devoir d'un citoyen qui aime son pays. Je te remercie, mon cher Kadé. Non, mais il y a pas, c'est mon devoir le plus absolu de faire ce genre d'évocation. En tout cas, c'est parce que le document là est un peu loin. J'allais reprendre ce que tu as bien retenu, la lâcheté de Ngouabi, lorsqu'il va dire dans son discours, dans sa forfaiture, il faut l'appeler comme ça, forfaiture. C'est un discours maladroit qui naïvement encouragea donc Sassou dans sa basse besogne, lorsqu'en tant que président du comité central, il prononcera un discours au stade de la Révolution, un discours consacré à Diawara et à son maquis. En tout cas, merci d'avoir fait cette émission avec moi pour commémorer les 50 ans de la mort des héros de la nation, il faut le considérer comme ça, même si ils ont été timidement réhabilités à la conférence nationale, parce qu'il faut dire, c'est timidement, grâce donc à la combativité du docteur Alex et ses amis, on a pu ériger la sépulture que je vous montre là, à l'écran, parce que ça c'est important justement. Attends, je montre cette sépulture. Voilà, les images sont là. Vous voyez le docteur Alex qui est sur la tombe qu'ils ont érigé là. Ils ont dû mettre une dalle. C'est à la Tchémé. Et il n'y a que de l'air, mais d'ailleurs, nombreux ont construit sur l'ancien cimetière de la Tchémé. Oui. Voilà. Il y a celle-là aussi, que vous voyez. Le docteur Alex qui pose justement des gerbes de fleurs. Ça, c'était, je me souviens bien, en 2012. J'étais à Brazza, donc voilà comment ça s'est fait. En tout cas, merci beaucoup. Et on peut peut-être passer à l'actualité parce que, bon, nous avons quelques images de la maison d'un des voleurs du PCT qui voulait construire un grand immeuble à Bakongo de 4 ou 5 étages qui s'est écroulé. On a quelques images.
Mais comment c'est tombé même? Ah, c'est la fondation qui n'était pas bonne ou quoi?
Non, je ne sais pas. Des fois, d'ailleurs, je ne sais pas. Moi j'aime lui, la télé même. Il y a une semaine on a une télé, je ne sais pas. Vous n'avez pas de télé, vous télé qui est dans l'image j'aime. Comment ça peut se faire? Vous avez dit que Richie quoi que là, vous Quand on pense que nous avons moto au Tongo. Le grand pour mettre un zéro pour nous parler, on va pas de marcher. Ah, mais c'est oui. Hein? J'ai eu une boîte de marcher. Si, la tegalo. Oui, c'est là, papa. Doucement, petit Bani. Laisse-moi sa main. Laisse-moi sa main là. Laisse, enlève la main. Non, laisse d'abord. Je sais pourquoi je fais ça. Tiens seulement sa main là. Seulement sa main là. C'est ça. Voilà. Bien. Non, laisse d'abord. Laisse d'abord. J'ai mal, monsieur. Va-t'aller, vas-y. On va vous prendre ici, mais monsieur décès, qu'est-ce que c'est? Donc, tu prends plus la matière. Petit. Viens. Au kilo. Comme ça. Non, viens au kilo. Jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre ce phénomène de bébé noir. C'est ces jeunes enfants à qui on a armé, on leur a donné des armes blanches. Et ça fait combien d'années que cela dure? Le pouvoir est incapable d'éradiquer cela. Et jusque-là, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que existe-t-il un État au Congo où c'est des aventuriers qui sont là? Moi, je dirais plus précisément que c'est des aventuriers qui sont là. Oui, de toute façon, si c'était pour traquer les opposants, les gars qui tiennent des réunions, les associations qui dénoncent le pouvoir, ben, ils sont les premiers. Mais quand il s'agit justement d'assurer la véritable sécurité du peuple, de la population, ben, ils sont absents. Ils sont absents, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, de toute façon, ça aime bien des situations comme ça pour gouverner. Ils gouvernent dans la terreur. C'est une terreur organisée. Voilà. Lorsque nous voyons ce genre d'images qui circulent, les enfants et les militaires là aussi qui raquettent la population, on le voit souvent. Oui. Bon, voilà. Les échos qui me reviennent du Congo, le Congo est devenu le pays le plus corrompu de l'Afrique centrale. Vous vous rendez compte? Et là, on venait de me citer un cas. Il y a des gens qui doivent être recrutés par Total à Pointe-Noire, mais on leur demande déjà de verser une somme de 50 000 et après, il faudra qu'ils payent leur formation. Tout ce qui est tenue de sécurité, c'est à eux de l'acheter.
Donc, c'est-à-dire, les gens qui sont, comment je peux dire, les responsables de Total, mais des Congolais qui sont là, en ont fait leur business. Mais il n'y a pas... non, mais mon cher aîné, mais il n'y a pas que le recrutement chez Total. Entre-temps, ce qui est plus grave, le recrutement des magistrats, les gars qui ont réussi à leur examen et tout, ont été obligés de leur imposer un nouveau concours. Oui, ils ont dû payer pratiquement la même somme. Et ça, c'est organisé par la présidence. C'est une façon de récupérer l'argent. Imaginez si vous avez par exemple 100 postulants, 50 000, ça fait combien? Quand vous calculez 50 000 sur 100, hein? Ça fait combien de millions? Hein? 50 000, oui, mais il suffit d'ajouter 2 zéros pour te retrouver avec 5 millions. Et ça va aller dans quelle poche? La poche de quelqu'un. Ça, c'est uniquement 100 postulants. Mais quand nous savons très bien qu'aujourd'hui, au Congo, quand il y a un avis de concours ou un avis de recrutement, mais il y a des milliers de candidatures. Donc, ce n'est... Hein, on fait semblant. Ça soit annoncé qu'il y aura un recrutement. En fait, le recrutement qu'il annonce, c'est pour légaliser ceux qu'il a pris comme ça, sans concours, sans appel d'offres. C'est en violation justement de la charte de l'unité nationale. Je vais parler d'ailleurs la semaine prochaine de la charte de l'unité nationale, comme je l'ai annoncé. Il faudrait que les gens comprennent que aujourd'hui, le Congo est en proie à une violence politique voulue par Sassou. Cette violence politique, c'est une violation des règles d'un pays normal. On ne respecte rien, on ne respecte rien. C'est pour cela que demain, nous remettrons en cause tout ce qui a été fait. Sous Sassou, une mesure sera prise. Et oui, ceux qui tentent de voler l'argent, de s'accaparer des terrains de Bakongo pour construire leurs villas ou leurs immeubles qui tombent, hein, qui sont des malfaçons. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'il ne peut pas emporter le pays. Nous sommes tous des passagers sur Terre. Hein? Ça suit le reste combien d'années? Et ceux qui aujourd'hui les suivent, ils ont quelle espérance de vie? Non, non, mais c'est vraiment des criminels, des pauvres types. C'est des voyous, des voyous tout simplement. Ils doivent songer quand même à l'avenir. Ils doivent laisser au moins une bonne marque pour la succession. Non, la jeune génération ne verra que du feu parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Le pétrole va s'épuiser. Hein? L'or vert, pourquoi Yulu avait commencé par l'agriculture? Tout ce que nous avons ici, là, tout ce que Yulu a laissé, on a tout chamboulé. Mais nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ce sujet. En tout cas, merci d'avoir abordé donc cette question. Bon, peut-être il y a un point qui m'a échappé par rapport à notre entretien de ce soir. Sinon, nous mettons fin à cette réunion, à cet entretien. Les gens ne comprennent pas que la campagne que nous faisons aujourd'hui contre Kagame est en train de porter au niveau du Parlement européen. Maintenant, on commence à désavouer ce criminel. Hein, ce criminel qui est utilisé par quelques puissances, notamment la France ou les États-Unis et tout. Parce qu'aujourd'hui, ces pays-là, au lieu de nous aider à nous débarrasser de ces dictateurs, non, ils utilisent certains dictateurs justement pour opprimer leur population. Pendant que tu es en train de parler, Kagame, il sort de la francophonie. Ce n'est plus le français chez lui, c'est l'anglais. Voilà. Et curieusement, la secrétaire générale de la francophonie, c'est une Rwandaise. Et au Rwanda, et la langue officielle, c'est l'anglais. Comment on peut expliquer ça? Voilà. Non, mais justement, c'est cette magouille. Parce que le Rwanda, en volant les minerais sur ordre, ou parce qu'il faut le dire, c'est sur ordre des Occidentaux.
Parce que bien sûr, on ne peut pas comprendre qu'il y a l'ONU qui est présent à l'Est pour sécuriser, mais malheureusement, il n'y a jamais eu sécurité depuis plus de 10 ans, même plus. Oui. Hein? Et il y a une complicité. Oui, la MINUSCO ne fait rien. Tu comprends? L'ONU fait quoi? Hein? Mais non, la société civile n'est pas suivie. Ouais. Le docteur Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix, hein? Il a beau parler, mais il n'est pas écouté. Hein? Pas du tout. On fait des arrangements. Non, c'est pas possible. J'espère qu'avec la présence de Mbemba comme ministre de la Défense, les choses vont rentrer en ordre. Je pense, j'espère. J'espère, parce que lui, il connaît bien Kagame. Hein? Donc, c'est ça. Bon, mais écoute, je pense que c'est bien d'avoir aussi abordé d'autres questions que celle de notre commémoration. L'hommage que nous rendons à nos héros, parce qu'il faut dire que c'est quand même les héros de notre pays. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et bien sûr. En tout cas, merci. Hein, moi, je te remercie, cher Kadé. Vraiment, merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Cette image que vous êtes en train de regarder, c'est à Kolwezi au niveau de Kawama, dans les sites miniers de Kawama. Ces sites, on appelle ça Mapapa parce que c'est à ciel ouvert. Vous voyez le monde qui est dans les mines. Et dans l'entretemps, il y a les engins qui travaillent là-bas. Manger à chinois ou yumouye ou qu'on a osé y produire. Kirimani qui a un monsieur congolais. On l'appelle Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel, égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée, car il est important que nos enfants connaissent également leurs droits. Article 21. Tu as le droit de participer aux affaires politiques de ton pays, soit en faisant toi-même partie du gouvernement, soit en choisissant des hommes politiques qui ont les mêmes idées que toi. Les gouvernements doivent être élus régulièrement et le vote doit être secret. Tu dois pouvoir voter et toutes les voix ont la même valeur. Tu dois pouvoir accéder à la fonction publique comme bien.
Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 830. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour faire échec à la désinformation. Fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine